Alors aujourd'hui, au lieu de partir ma vidéo tout de suite, je veux en profiter pour parler de mon segment. Alors le segment Quoi de neuf, qui est un segment que je fais mois après mois, qui à l'origine avait commencé avec notre collègue Joe, qui voulait parler de jeux en rafale comme ça, et c'est un concept que j'avais énormément aimé, et c'est un segment que je fais sur la chaîne à chaque mois, et je ne manque aucun mois. Ça fait maintenant aujourd'hui, c'est la 6e année ça fait 6 ans que je produis un Quoi de neuf à chaque début de mois. Bon, des fois un petit peu avec le mois commencé, mais je suis très fier de pouvoir vous offrir ce segment-là parce que c'est un de mes segments favoris à faire sur la chaîne. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de voir la belle réception que les gens ont parce que c'est vraiment agréable de pouvoir sortir ça, toutes les expériences ludiques en rafale comme ça et surtout de pouvoir en discuter avec vous. Donc, une fois de plus, je vous invite à vous préparer pour mon segment Quoi de neuf et n'hésitez pas à aller m'écrire des choses dans les commentaires. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf du mois de novembre 2023. Alors novembre 2023, l'année est bientôt finie, c'est spécial, ça va tellement vite, on arrive bientôt dans le temps des fêtes et éventuellement aussi probablement avec une tonne de top que je vais me faire un plaisir de vous partager parce que je veux vous parler de mes expériences de 2023 aussi en long et en large. Donc tout récemment, j'ai fait une vidéo top 6 de mes jeux favoris de Push Your Luck, donc de Stop ou encore. Et ça m'a redonné le goût de sortir mes listes et d'essayer de vous pondre quelques petits tops comme ça. Mais là, le segment d'aujourd'hui, c'est le Quoi de neuf et je commence toujours avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois, j'ai joué 47 parties de 22 jeux différents et là-dedans, il y en a 8 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que dans ce mois-ci, j'ai joué, oui, à beaucoup de nouveautés, mais j'ai aussi ressorti quelques jeux que je n'avais pas sortis depuis plusieurs années et ça fait des expériences à renouveler et à vous reparler comme ça. Donc, je commence immédiatement avec les premières expériences et la plus grosse, hein, on la voit, la grosse boîte, et là, j'ai commencé les Aventuriers du Rail Legacy. Alors, la version Legacy des Aventuriers du Rail. Je suis présentement rendu à la 8e partie, je vous ai d'ailleurs proposé sur la chaîne une vidéo de présentation, mais là, je suis resté assez frileux, j'ai pas voulu vous montrer, pas voulu divulgacher quoi que ce soit, parce que c'est une expérience vraiment géniale. Donc, j'en suis à ma 8e partie, mais soyez certains que lorsque je vais avoir terminé les 12 parties que le mode aventure nous propose, je vais vous en reparler et cette fois-ci en ouvrant toute la boîte et en vous parlant de chaque petit secret qui va se trouver dans cette boîte-là. Donc, c'est certain que je vous encourage à faire le jeu avant, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager mon expérience et qu'est-ce que j'ai aimé, comment j'ai aimé ce jeu-là. Donc, comme je disais, rendu à la partie 8, il y a plusieurs choses qui s'ajoutent, plusieurs petites règles. Pour ceux qui sont inquiets, ne vous en faites pas. Après les parties, on a un jeu qui est totalement rejouable, donc qui a été modifié, altéré, des choses comme ça, mais on a quand même une version des Aventuriers du Rail qui va être bien unique et que vous allez pouvoir rejouer. Donc, c'est pas à mettre le jeu aux oubliettes nécessairement. Donc, je continue avec un petit jeu qui a été une de mes grosses surprises de l'année à venir jusqu'à maintenant. C'est le jeu General Orders World War II. Alors, General Orders est un jeu que j'avais vu passer à Gen Con et j'étais allé pour essayer d'en trouver une copie en avant-première avant tout le monde et c'était déjà tous vendus. Donc, c'est un jeu de la compagnie Osprey Games qui est un jeu à 2 joueurs uniquement. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec un système de guerre, donc un petit mélange entre risque et du placement d'ouvriers. Mais les auteurs sont les mêmes auteurs qui ont fait Inflexible et qui ont également fait War Chest. Alors, les auteurs sont David Thompson et Trevor Benjamin qui ont fait aussi ce jeu-là et j'ai vraiment aimé ça. C'est un petit jeu qui sort bien, qui joue bien. Le concept des placements d'ouvriers, donc de placer nos commandants pour pouvoir faire certaines actions avec des cartes qui vont venir ajouter des affaires. Je trouve ça vraiment bien pensé. C'est une toute petite boîte et en plus de ça, le plateau est réversible parce que d'un côté, on a le côté traditionnel et de l'autre côté, on a le côté avec des avions. Donc, ça rajoute vraiment des petites twists intéressantes. Un bon jeu à 2 joueurs, une belle surprise. Genre de petit jeu qui sort facilement et qui se rejoue. Même qu'il y a une première partie, j'avais un ami qui était supposé venir avec moi. Finalement, oh, d'autres amis sont débarqués. On a fait une partie à 4 pour le fun. Bon, il y a juste un mode 2 joueurs. On a joué comme en équipe un peu à choisir les décisions. Mais j'ai trouvé ça drôle de pouvoir le montrer justement à autant de monde. Puis tout le monde a vraiment apprécié leur expérience. Donc un petit jeu bien malin, vraiment cool, facile à apprendre. Et c'est certain qu'il faut que le thème vous intéresse aussi, mais ça marche vraiment, vraiment bien. Je continue avec un Kickstarter que j'ai reçu et que j'avais énormément hâte de recevoir. Raising Robots. Alors, Raising Robots est un jeu qui tombe directement dans mes cordes. On se le cachera pas, le jeu se cache même pas, c'est un mélange de Race for the Galaxy pour le système de sélection d'actions qu'on va faire et de Wingspan, on va construire notre tableau et on va même, selon certaines activations qu'on va faire, activer la ligne donc de robots. On a des ressources à gérer.
le jeu a tout pour me plaire. C'est certain que beaucoup de gens vont dire que l'interaction est limitée. Bon, l'interaction vient avec le système de sélection de phases qui va être intéressant, mais on n'a pas d'interaction directe. Mais c'est correct comme ça. Moi, j'adore ça. C'est un petit jeu où je vais me faire des combines, essayer de réussir à trouver un moteur, de générer des ressources pour pouvoir générer des choses, générer de l'énergie, essayer d'activer des robots. Donc, on a vraiment un système de tableau building. C'est le genre de choses qui me plaît. Moi, je me connais comme joueur. Je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi, c'est directement le petit côté tripant que j'ai dans des jeux de société. Donc, c'est certain que Raising Robots va également figurer très très haut dans mes jeux favoris de l'année parce que j'ai énormément de plaisir. Donc là, j'ai simplement 3 parties de jouer. J'en ai joué une en solo, c'est un battre son propre score, c'était juste pour découvrir le jeu. Mais même, j'ai joué à 2, j'ai joué à 3 joueurs aussi. Vraiment, un jeu, je pense que je vais essayer de vous le présenter sur la chaîne. Je dis souvent ça, par exemple, et je manque de temps, écoute, il y a tellement de choses que je voudrais vous parler. Mais Raising Robots, vraiment un gros coup de cœur pour ma part. Je continue avec un petit jeu qu'un ami m'a prêté, donc merci Guillaume, c'est le jeu Maki. Maki est un jeu en solo, et là au début j'étais pas trop sûr, j'avais pas assez proche de le prendre quand je l'avais vu sortir, finalement ça avait pas donné, bon finalement je jouais d'autres choses, puis finalement quand je l'ai vu, hey, c'est vrai, il faudrait que j'essaie ça un moment donné, que mon ami me l'a prêté. J'ai eu l'occasion de jouer quelques parties. J'ai vraiment bien aimé. C'est un bon petit jeu. C'est un jeu où on va devoir essayer de placer. On va devoir faire une chaîne, si on veut, une chaîne de supply. Donc, quand on va placer des personnages, on a des missions à faire. Et là, on va devoir avoir certaines ressources, réussir à accumuler certaines choses. Donc, chacune des missions va être différente. C'est ce que j'aime, la variété. Mais l'aspect vient du fait que il va y avoir des gardes qui vont se placer. Donc, on va choisir où on place nos personnages. Mais il va y avoir des gardes et les gardes vont venir bloquer des entrées. Donc, on va essayer de se trouver une façon de ne pas se faire capturer. C'est bien pensé. J'aime vraiment ça. C'est super rapide à sortir. Du beau matériel. Même des plateaux double couche. J'ai trouvé ça super bon. Ça se joue bien. C'est rapide à sortir. Puis, il y a beaucoup de missions qui font en sorte qu'il y a beaucoup de rejouabilité. J'y vais avec un jeu que pas grand monde a entendu parler et qui a été sur Kickstarter, que j'avais backé. Je sais pas, le thème m'a vraiment intrigué parce que c'est un jeu qui parle d'abattoir. Et oui, on doit gérer de la viande. Et là, je sais que le sujet peut être sensible pour plusieurs, mais moi, j'aime ça des thèmes qui sont originaux. Le jeu se veut très historique également. Donc, il explique dans le livret de règles que, bon, ça a été un boom économique pour certaines villes. Dans le cas de Chicago, des choses comme ça, il y avait la scène de même, et que le jeu se veut pas une pour ou contre ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, mais ça se veut historique. Donc, l'idée était vraiment bonne. J'ai trouvé ça bien. C'est un jeu qui a des commodités, en fait, les valeurs des différents produits qu'on va vendre, donc de la viande qu'on va faire, on va récolter de l'argent et là, certains animaux vont prendre plus de valeur que d'autres. Donc, on va devoir gérer un peu comme ça. On a du placement qui va se faire sur un plateau. On a des ouvriers qu'on va placer. On va tenter de devoir essayer de réussir. On va faire des connexions. Et là, il y a un côté de bâtiment qu'on va construire. Donc, il y a des bâtiments qu'on va devoir construire. Donc, une espèce de côté d'adjacence, pratiquement, bon, des gros polyomino, on s'entend. Le matériel est vraiment super beau. J'ai aimé le thème. Comme je dis, c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant. Un bon placement d'ouvriers. C'est pas un jeu qui m'a flabbergasté complètement, mais c'est un jeu qui a un thème original. Puis c'est un jeu qui marche bien. On a joué à 5 joueurs et là, j'ai été surpris parce qu'habituellement, ce genre de jeu-là, je vais aller jouer à moins de joueurs. Et à 5 joueurs, je pense que ça a duré peut-être 1h30 tout au plus. J'étais un peu inquiet que le jeu dure un petit peu trop long. À un moment donné, on se demandait le tempo du jeu, à un moment donné, a été un peu plus ralenti. Mais au final, on a quand même tous eu du plaisir. Ce sera pas un jeu que je vais chercher à sortir souvent, mais c'est un jeu que je veux rejouer par contre parce que j'avoue que j'ai été surpris. Je l'avais pris un peu pour le thème sans trop regarder les mécanismes. Puis finalement, au final, ben, ça a été un bon jeu que j'ai bien apprécié. Je continue avec un jeu qui s'appelle Hamlet. Hamlet est un jeu de construction de ville avec du placement de tuiles. La twist qui le rend aussi intéressant, c'est que les tuiles ont toutes des formes assez bizarres. Donc c'est des formes plutôt triangulaires, donc on n'a pas le droit au carré ou aux hexagones ou les choses qui s'emboîtent de manière traditionnelle. Non, on a des triangles avec des différentes formes comme ça, des polygones qui vont faire en sorte que construire la ville va être très intéressant. Donc bon, on se cachera pas, j'adore les jeux de création de ville. Le concept de construire une ville, c'est quelque chose pour moi que j'adore. Et là, on a une espèce de gestion de ressources qu'on va devoir faire. La twist, hein, parce que pour qu'un jeu soit intéressant, ça prend une twist, but wait, there's more. Donc dans Hamlet, ce qui le différencie un peu des autres jeux de ce type-là, c'est que dans le village, on va construire au village. Et là, on a un village pour tout le monde. Et si on produit certaines ressources, l'autre joueur pourrait s'en servir. Il va falloir se faire des chemins avec les petits ânes qu'on va avoir. On va devoir placer nos choses de manière à avoir une chaîne pour pouvoir ramener les ressources, mais le joueur qui a produit la ressource a quand même un bénéfice parce qu'il va recevoir un bonus. Donc oui, ça fait rouler l'économie comme ça du village. Donc ça reste totalement compétitif, mais ultimement, il va falloir que le village travaille ensemble. Et si un joueur produit une ressource qu'on peut servir, ben tant mieux. Oui, on lui donne des points, mais de notre côté aussi, on va s'en servir. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme concept. J'ai juste joué à 2 joueurs. Je serais curieux de voir qu'est-ce que ça va donner à 3 joueurs ou même en solo. Je sais qu'il y a un mode solitaire. Moi, construire une ville, j'aime beaucoup ça.
Donc je dirais que oui, un coup qu'on passe au travers des tuiles assez bizarres et très très irrégulières, je pense que le jeu a quand même de quoi de très intéressant. Il y a une extension qui est en socio-financement le mois dernier, ou il y a 2 mois je pense, d'une extension. C'est certain que je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner aussi. Le prochain jeu que je veux vous parler, c'est un jeu qui était attendu par plusieurs, bon, dont moi, hein, qui s'appelle Apiary. Apiary est un jeu qui est de la compagnie Stonemaier Games, qui est reconnu pour faire des jeux d'une qualité de production vraiment super. Donc oui, Jamey Stegmaier, ils sortent 1 ou 2 jeux par année, mais chaque fois qu'ils sortent un jeu, ça a quand même une espèce de petit boom. C'est comme une espèce de gros blockbuster qui sort au cinéma. Donc Apiary est un jeu de placement d'ouvriers avec un thème assez original parce que l'humanité est terminée, les abeilles ont survécu et les abeilles ont évolué, ils sont devenus une espèce de race qui se promène dans l'espace. Donc on a un vaisseau spatial en forme d'abeille. Donc c'est vraiment le petit thème qu'ils ont utilisé, mais à la base c'est un placement d'ouvriers. Ce qui le rend différent aussi, donc comme je dirais tantôt, la twist, c'est que, c'est le mot de la journée, la twist, c'est justement que nos ouvriers vont avoir une certaine force. Donc plus la force de l'ouvrier va être forte, plus ça va réussir à faire un effet qui va être intéressant. C'est que quand l'ouvrier va arriver à force 4 et qu'il va partir, parce que on ne bloque pas les autres joueurs, donc on les bombe, donc si jamais je joue mon worker à la même place que l'autre joueur, ça va le retourner dans sa main et ça va le faire grandir de 1. Donc oui, il va devenir plus potent éventuellement, mais un coup qui va être rendu à 4 ou qui va flipper, il va tomber en hibernation. Et là, les jetons d'hibernation vont être placés pour marquer des points de victoire à la fin de la partie, des majorités aussi par rapport à ça. Mais on va faire un cycle comme ça à travers nos différents workers pour pouvoir utiliser les actions. C'est un worker placement qui fait beaucoup de choses bien. C'est un jeu qui roule bien. Je pense pas que ça va être un jeu qui va se classer dans mon top 10 de mes jeux favoris de tous les temps, mais le jeu marche tellement bien, je pense. Les mécanismes sont bien ficelés. J'ai apprécié le jeu. J'ai juste joué à 2 joueurs. Je suis curieux aussi. Je vais essayer le mode solo qui m'intrigue. D'habitude, Stonemaier Games avec le Automa Factory ont habituellement des solos qui sont intéressants. Et surtout que celui-là a de l'air relativement simple. On tourne une carte et on fait simplement effectuer les actions. Donc, ça va réussir à simuler un autre joueur puis faire un peu de brouhaha sur le plateau de jeu. Donc, une seule partie. J'ai hâte d'y rejouer. Apiary, un jeu qui m'a donné un bon feeling. Le jeu arrive d'ailleurs en boutique, je crois. Je l'ai vu arriver justement à la boutique à côté, à la boutique L'Imaginaire. Et je pense que ça va être un jeu qui va avoir un bon buzz. Le prochain jeu et le dernier nouveau jeu que je veux vous parler, c'est le jeu Amalfi Renaissance. Alors, Amalfi Renaissance est une réédition du jeu Amalfi que je ne connais absolument pas du tout pantoute. Donc, Amalfi, de ce que j'ai compris, ils ont mis à jour un peu le jeu, ils ont rajouté des plus belles composantes aussi, parce que côté composantes, on est gâté avec du beau double couche. Donc, c'est un jeu qui, avec un espèce de thème très très générique là, de trading in the Mediterranean. Écoute, on fait des échanges de ressources avec des bateaux très très traditionnels, rien d'original là-dessus. Mais ce qui le rend original, c'est l'utilisation des travailleurs, donc des workers, selon les workers où ils vont être placés, si ils vont servir d'une force. Donc, si jamais ils sont à un certain endroit, ils vont avoir une certaine valeur pour les ressources. Donc, c'est comme des ressources qu'on mettait dans les cales des bateaux comme ça. Donc, si jamais on a 2 bateaux avec un type de ressources-là, ben, lorsqu'on va utiliser nos ressources, on ne manipulera pas de ressources, mais nos bateaux vont pouvoir s'en servir et ça va compter pour ces ressources-là. J'ai fait seulement une petite partie quand je l'ai reçu. Je pense que j'ai fait en solo en plus celle-là. C'était... j'ai pas tant de choses que ça à vous raconter parce que ça a du potentiel pour être un jeu qui va être très intéressant. Donc probablement les jeux qui arrivent dans, tu sais, mettons, c'est un genre de jeu qui serait dans mon top 10 peut-être de l'année, mais c'est pas un jeu que tout le monde va avoir découvert. Donc je pense que le jeu m'a intrigué assez pour vouloir y retourner, m'a pas intrigué assez pour y rejouer rapidement, parce que bon, je pense que j'ai joué il y a peut-être 3 semaines, mais c'est certain que j'ai hâte de le réessayer pour pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Donc là, je vais continuer avec des petits jeux. Et là, on parle souvent de nouveautés. On parle souvent des jeux derniers cris. Bon, je me le cacherai pas, j'adore le culte, la nouveauté, le Cult of the New qu'on appelle. Donc, d'apprendre des jeux. Je suis comme un petit écureuil ludique. Je regarde à gauche puis à droite. J'aime ça apprendre des nouveaux jeux. Puis j'aime ça surtout de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir vous parler de beaucoup de jeux. Mais de temps en temps, ça fait du bien de retourner en arrière. Et mon segment Throwback me sert pour ça aussi. Souvent, ça me redonne le goût de « Hey, c'est vrai, ça fait 1 an que je l'ai, j'ai pas assez joué. » Donc, je vais commencer avec le premier qui est relativement une nouveauté, mais j'ai joué énormément quand il est sorti. Puis après ça, ben whoop, ça a pris un petit bout de temps. C'est le jeu Splendor Duel. Alors récemment, avec ma fille, j'ai fait découvrir Splendor Marvel. Et à un moment donné, j'étais avec un ami une soirée, même c'est cette semaine. Il me dit Hey, t'as Splendor Duel, hey, je l'ai jamais essayé. Ben oui. Et là, je me suis rendu compte que quand je l'ai reçu l'année passée, j'ai joué beaucoup de parties,
Mais après ça, whoop, il est comme retourné là. Il est toujours resté dans ma collection. Puis là, j'ai ressorti le jeu, puis j'ai joué 3 parties même cette semaine. Donc, Splendor Duel à 2 joueurs, ça marche vraiment bien. Il y a un bon petit feeling. Si vous connaissez pas le jeu, je vous invite à aller voir ma vidéo. Si vous connaissez Splendor, puis vous dites, est-ce que la question que tout le monde va se poser, est-ce que ça vaut la peine d'avoir le duel et le jeu plein de boîtes, si on veut? Je pense que les deux font les mêmes choses, mais ils le font un petit peu différemment. C'est certain qu'on a la possibilité de jouer à plusieurs avec le jeu qui joue de 2 à 4 joueurs, mais le Splendor Duel a un concept de plateau qui est vraiment super. De la manière qu'on va prendre nos gemmes, on va choisir sur un petit plateau et ça rajoute un espèce de petit puzzle de perception spatiale par rapport à ça. Donc de bien prendre et surtout d'avoir les conditions variées. On a 3 conditions de fin de partie que je trouve vraiment super. Ça fait en sorte qu'on peut se diriger vers une stratégie ou une autre et le petit côté Engine Builder. Hein, que voulez-vous? C'est quand même moi qui parle de jeu. Le petit côté Engine Builder, que quand on collectionne des cartes, il coûte moins cher. Donc, le petit feeling de moteur qu'on va se faire avec ça. Splendor Duel marche vraiment bien. Mais par exemple, là, je retombe vraiment avec des jeux que ça fait longtemps. Le premier que je vais vous parler, c'est un jeu que ça faisait pratiquement 5 ans, je pense, que j'avais joué. Mais s'il est encore dans ma collection, c'est bon signe. C'est le jeu Sushi Go Party. Sushi Go est un jeu de draft très simple où on va devoir collectionner des cartes, essayer de faire à la fin des rounds pour pouvoir marquer des points. On va marquer des points avec différentes cartes, bon, des combinaisons de cartes qui vont avoir certains effets, des choses comme ça. C'est un jeu de draft, tout ce qu'il y a plus traditionnel, même que c'est un excellent jeu de draft pour commencer à découvrir ce mécanisme-là. Donc, dans Sushi Go de base, il y avait des cartes comme ça, on jouait, on draft une carte, on passe le paquet, on continue comme ça, on marque des points, c'est très simple. Moi, j'ai la version party, donc à un moment donné, j'avais donné ma version normale à quelqu'un parce que la version party est arrivée ou qui nous rajoute celle-là. On a un plateau pour calculer les points et surtout qu'on a de la variété à travers les différentes cartes. Bon, l'avantage de Sushi Go standard, c'est qu'on fait juste prendre les paquets de cartes, on le brasse et on est pratiquement prêt à commencer, tandis que l'autre, on doit construire un peu notre plateau, mais ça va permettre de la variété. Parce que c'est un jeu que j'ai joué énormément dans ma collection. J'ai regardé sur mon compte, j'ai probablement au-dessus de 70 parties de ce jeu-là, mais ça faisait quand même 5 ans que je n'avais pas joué. Donc, j'ai eu l'occasion de le ressortir avec ma fille et puis des amis, une amie de ma fille. J'ai vraiment trouvé ça le fun de leur montrer ça parce que oui, on se le cachera pas, le jeu est mignon comme tout, des bons sushis, ça donne juste le goût de manger des sushis. Donc, c'est certain qu'on s'en tire toujours avec un goût de vouloir dévorer les cartes. Donc, des belles petites illustrations. C'est un jeu de Phil Walker Harding, qui est un designer que j'aime beaucoup, qui, malgré les derniers jeux qu'il a fait, des fois ont été un peu hit or miss, mais Sushi Go, ça marche vraiment bien. Si vous ne connaissez pas ce jeu-là, vous cherchez un petit jeu facile à montrer à des gens qui sont pas joueurs. Il coûte vraiment pas cher en boutique, le normal. Sushi Go, ça va montrer un concept de draft, puis à la limite, si ça peut être un jeu qui visuellement est très attrayant, là, les petits sushis tout cute, je pense que ça va aller chercher un type de personnes aussi, mais n'hésitez pas, c'est un jeu qui est parfait pour faire découvrir ce mécanisme-là, Sushi Go. Le dernier jeu que je vais vous parler aujourd'hui est un autre jeu que ça faisait 5 ans que j'avais pas joué et c'est pourtant un jeu que je conseille à tout le monde. C'est le jeu Lost Cities de Reiner Knizia. Ouais, je sais. Reiner Knizia, le designer qui produit à peu près probablement un jeu par semaine ou plus. Donc, c'est un jeu qui date déjà de plusieurs années. Moi, ça faisait justement quelques années que j'y avais pas joué, mais ça reste un des meilleurs jeux à 2 joueurs ever made. Donc, c'est vraiment un jeu solide. Donc, dans Lost Cities, c'est un jeu de cartes. On va devoir tenter de jouer des cartes. Et là, il y a des expéditions qui s'offrent à nous. Et lorsqu'on ouvre une expédition, on va tenter de devoir essayer de marquer le plus de points. Donc, on a un incitatif à commencer, sauf que de la manière qu'on va placer nos cartes, qui sont tous avec une valeur, on va devoir toujours les placer en valeur croissante. Donc, si jamais je place un 5 dans cette expédition-là, donc ultimement, ça va être un équivalent de 5 points, là. Mais après ça, je peux pas placer des cartes qui sont en bas de 5. Donc, on va essayer de placer, bon, 2, 4, 5. Puis là, c'est les 7, 8, 9, 10 qui sont intéressants. Et dans le jeu, on doit automatiquement, obligatoirement, jouer une carte et piger une carte par la suite. Mais on va pouvoir jouer des cartes dans le milieu aussi. Si jamais on veut pas se commettre sur un de nos endroits, on peut le mettre dans le milieu, mais l'autre joueur y a accès. Donc, on va garder nos cartes. Donc, si je vois que mon adversaire joue des cartes dans le bleu, mais là, je vais me retenir de jouer les cartes 9 et 10 de bleu que je vais conserver puis que je voudrais pas les mettre sur la table pour pas qu'ils aillent. Donc, ça devient une espèce de petit tug of war, une espèce de duel entre les deux joueurs. Donc, c'est un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs. Bon, il y a une version 4 joueurs de plateau. Il y a une version Lost Cities Rivals. Non, l'original, c'est vraiment super. Si vous trouvez l'original Lost Cities à 2 joueurs, vraiment un des meilleurs jeux conçus à 2 joueurs. D'ailleurs, ça me donne toujours le goût, là, ça fait des petits jeux de 2 joueurs comme ça. J'ai presque envie de revisiter mon top des jeux à 2 joueurs. Je l'ai déjà fait 2 fois depuis que je fais des vidéos sur la chaîne. Donc, ça veut dire d'un que c'est le genre de vidéo, c'est le genre de contenu qui est le fun à faire, mais aussi que ça fait un bon bout de temps que je produis des vidéos comme ça. Je trouve ça toujours vraiment super et c'est drôle parce que oui, des fois, je vais commencer à revisiter certains tops que j'ai faits et je trouve
trouve ça le fun de voir aussi les goûts qui évoluent, les goûts qui changent, puis surtout de pouvoir vous parler de ces jeux-là avec du recul, parce qu'on sait jamais quand dans le temps la vidéo va être écoutée comme ça. Bon, c'est certain que pour un Quad 9, habituellement, les gens vont l'écouter pas mal dans le mois comme ça ici. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont aller écouter mon Quad 9 de novembre 2017, qui a été mon premier d'ailleurs. Je suis pas sûr que je vous invite à aller le voir. Je suis pas sûr que ça vaut nécessairement la peine. On évolue aussi beaucoup comme joueur, mais aussi comme quand on fait des vidéos comme ça, je pense qu'on change un peu notre approche, mais c'est toujours très agréable de pouvoir vous partager ces expériences-là. Maintenant, je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez des jeux que je vous ai parlé? Écrivez-le dans les commentaires. Si jamais il y a des jeux que j'ai joués, vous voulez me donner justement votre avis ou juste des avis sur les jeux que vous avez joués, je trouve ça vraiment super le fun de pouvoir justement découvrir des jeux comme ça et des fois des suggestions. D'ailleurs, mon dernier top que j'ai fait sur les jeux stop ou encore, c'est une suggestion d'un auditeur qui a marqué dans les commentaires: ce serait le fun de faire un top. Vous avez des idées comme ça? C'est le fun de voir le monde participer. Je pense que c'est un gros incitatif à continuer de faire des vidéos comme ça, à continuer de vous offrir du contenu varié. On aime ça aussi, l'interaction qu'on peut avoir avec tout le monde, parce que oui, le jeu de société est très social comme hobby, mais c'est le fun aussi de pouvoir partager nos expériences et de pouvoir les faire découvrir. C'est une des raisons pour laquelle j'aime autant mon segment Quad 9, mois après mois comme ça. Donc c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!